merci effectivement d'être présent sur ce thème-là. Alors, je m'excuse d'emblée, c'est que j'avais commencé un peu à préparer cette intervention et puis en fait, j'ai un peu changé d'avis en cours de route sur ce que je voulais dire. Et du coup, j'en suis venu à écrire un texte pour un peu mettre au clair ce que je pouvais penser de neuf. Et résultat, je vais plus ou moins lire ou commenter un texte que j'ai écrit. Alors, c'est la première fois que je fais ça, j'espère que ça ne sera pas pénible. Et puis, c'est plus long que ce qui était prévu initialement. Donc, je vais essayer de faire au mieux en fonction. Mais c'est un peu parce que j'ai tout chamboulé un peu au dernier moment. Ah, en tout cas, le sujet, c'est parler de spécisme ou parler d'humanisme, ce que j'ai transformé pour ma part en attaquer le spécisme ou attaquer l'humanisme. Avantages et inconvénients des deux stratégies. Pourquoi ce sujet-là? Et c'est un sujet, parce que c'est une question que je me pose véritablement, et que je pense que c'est une question qui se pose de façon importante pour le mouvement et pour l'avenir du mouvement. C'est une question de stratégie globale. Déjà, la question qui se pose, c'est la première question qui se pose, c'est pourquoi on ne se contente pas de demander l'abolition des élevages, des chasses, des pêches, des abattoirs et des autres types d'exploitation animale, au nom simplement des droits des animaux ou au nom de leur bien-être. Pourquoi est-ce qu'on veut plus? Pourquoi on se bat pour une société non spéciste, non humaniste, pour une nouvelle civilisation qui soit fondée sur l'idée d'égalité animale? En soi, la question, elle se pose et la réponse, elle ne va pas nécessairement de soi. Moi, je vois quand même plusieurs réponses. D'abord, le spécisme est injuste, j'y reviendrai. Mais du coup, une société non spéciste à tendance égalitariste forte, c'est un objectif qui est juste. C'est en soi une raison pour se battre pour l'avènement d'une telle société. Ensuite, ensuite, qui exige le maximum maximise les possibilités d'obtenir quelque chose. Enfin, on peut espérer. En demandant beaucoup, on peut espérer obtenir au moins quelque chose, alors que si d'emblée on demande peu, on a tout de suite moins de chances a priori, bon, à moins qu'il y ait des phénomènes du style blocage qui opèrent, mais sinon c'est quelque chose quand même qui est souvent utilisé dans les mouvements sociaux, c'est avoir des objectifs ambitieux pour au moins obtenir quelque chose. Ensuite, les enjeux sont loin d'être uniquement des enjeux pour le présent. Il faut jeter des bases solides pour les siècles à venir, ou peut-être même les millénaires à venir, même peut-être à plus long terme encore. Il ne s'agit pas d'abolir l'exploitation animale uniquement pour les années qui viennent, mais pour le futur aussi. Il faut que si on arrive à obtenir l'abolition, elle soit durable. Et ça signifie bel et bien des changements qui ne soient pas simplement conjoncturels, mais qui soient vraiment profonds dans nos sociétés. Et enfin, les enjeux dépassent aussi de beaucoup la seule abolition de l'exploitation animale. Il y a des myriades encore plus importantes d'animaux qui vivent des vies de misère ou des vies de martyrs, même dans le monde sauvage. Il y avait Axel Plius-Bror qui a fait récemment une intervention sur la souffrance des animaux sauvages, où elle exposait un peu ça en détail. Et si les humains survivent aux crises écologiques actuelles en tant qu'espèce organisée, eh ben, ça serait bien qu'ils se portent solidaires de l'ensemble des êtres sentients de la planète, pareil pour sur un avenir à long terme. Et là encore, ça demande du coup rien moins qu'un changement de civilisation. On ne peut pas attendre de la civilisation présente qu'elle s'empare de cette question en restant sur ses propres bases, quoi. Alors, en francophonie, en tout cas, le mouvement animaliste s'est beaucoup développé en attaquant le spécisme, mais il s'est développé en partie comme mouvement pour l'égalité animale. Mais la version du spécisme qui prévaut dans nos sociétés, c'est une version anthropocentrée qu'on appelle l'humanisme, qui prend la plupart du temps la forme d'un suprémacisme humain, d'un chauvinisme humain. Alors, pourquoi ne pas avoir attaqué directement l'humanisme? Est-ce que ce n'est pas ce qu'on devrait faire, ce qu'on aurait dû faire ou ce qu'on devrait faire? Donc voilà, une discussion un petit peu sur les avantages et inconvénients des différentes stratégies. La stratégie qui a été utilisée par le mouvement jusqu'à présent, qui est l'attaque de la notion de spécisme et la mise en avant d'un antispécisme, et une stratégie qui a peu été mise en avant, qui serait l'attaque de la notion d'humanisme, et peut-être la mise en avant, à mon avis, pas d'un anti-humanisme, mais d'autres choses, ça peut être un sentientisme, un égalitarisme, etc.
Alors, je parle ici de stratégies de lutte culturelle, c'est-à-dire que ce n'est pas des stratégies qui visent à abolir ou à réformer tel ou tel pan de l'exploitation animale, ni à favoriser les produits sans cruauté, ni non plus des stratégies qui visent à développer le véganisme, etc. Je parle de stratégies qui visent à changer la culture de nos sociétés, les représentations, enfin, ce qu'on appelle la culture de façon générale, ou à fragiliser en tout cas les idéologies qui sont liées à l'exploitation animale. Alors ces stratégies ont deux objectifs principaux selon moi. Le premier objectif est de toucher les personnes, les individus, pour les convaincre du bien fondé de la lutte et du fait qu'il faut qu'elles deviennent militantes et qu'elles engagent elles-mêmes la lutte, qu'elles la renforcent. Et le second objectif ne s'adresse pas aux individus, mais à la société dans son ensemble. Et l'objectif est de modifier les représentations et les valeurs de nos sociétés pour qu'elles deviennent nos sociétés moins arrogantes et sanguinaires à l'encontre des autres animaux. Il s'agit d'affaiblir, donc, comme je le disais, les idéologies de domination, et pour que ces sociétés deviennent plus bienveillantes et inclusives, le but ultime étant un changement de civilisation de grande ampleur. Donc, deux niveaux différents d'intervention. Et je pense que très souvent, on voit la phrase de Margaret Mead qui dit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes déterminées puisse changer le monde ». Je pense que quand elle disait ça, elle ne pensait pas à un petit groupe de personnes qui vont faire un coup d'État, par exemple, comme les bolcheviks en Russie ou je ne sais pas, ou je sais pas où. Je pense qu'elle pensait plutôt à un petit groupe de personnes qui sont susceptibles de changer la culture et l'imaginaire des populations. Bon, ben, c'est de ce combat-là, d'un combat culturel que je vais parler. Alors, je vais livrer mes réflexions en cours sur la question de la valeur des stratégies en question, antispécistes et contre l'humanisme. Ces stratégies, je vais en parler surtout pour le contexte ambiant, francophone, mais en faisant référence aussi à ce qui se passe un petit peu dans les pays anglophones. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les stratégies ne valent pas de la même façon partout. Notamment dans la francophonie, il n'y a pas la même histoire, notamment le développement du mouvement animaliste. Ça fait longtemps qu'on mobilise la notion de spécisme et même la notion d'égalité animale, ce qui est beaucoup moins le cas dans les pays anglo-saxons et même dans les autres pays aussi. Et on a aussi, dans nos pays francophones, soit la France, la Suisse, la Belgique, le Québec, une situation qui est très particulière dans le monde, qui est de très forte sécularisation ou laïcisation de la société. Même si les religions continuent d'exercer une influence non négligeable, elles ne jouent plus un rôle extrêmement déterminant dans l'évolution des sociétés, de nos sociétés. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Les critiques des notions de spécisme et d'humanisme n'auront pas le même impact dans des sociétés qui sont très croyantes. Et je pense aux USA, éventuellement à la Pologne, encore qu'il y a un fort mouvement animaliste et un fort mouvement antispéciste, ou aux pays musulmans, etc. etc. Dans des sociétés où il y a une forte présence athée et rationaliste, les arguments n'auront pas la même portée que dans des pays où beaucoup de gens basent leur conduite sur la révélation, ce qui est inscrit dans des livres, etc. Je veux dire des livres de révélation, la Bible, etc. Alors, stratégie de critique du spécisme, je vais commencer par là. Le spécisme, c'est le fait de discriminer un individu sur la base de son espèce. C'est le fait de considérer que l'espèce en soi, en tant que telle, est un critère pertinent de discrimination, donc pour traiter autrui de façon différente de soi-même. Alors, en soi, c'est-à-dire que c'est bien la notion d'espèce qui sert critère et non des caractéristiques qui sont associées à l'espèce. On va dire, cet être-là, il est pas de notre espèce, par exemple, donc il ne compte pas. C'est l'espèce qui compte. En général, les gens font plutôt appel à un spécisme indirect, même si en arrière-plan, la façon dont ils raisonnent, c'est véritablement du spécisme. C'est-à-dire que c'est bien l'espèce qui compte, mais quand il s'agit d'argumenter, ils vont contourner le spécisme direct qui fait référence à l'espèce directement, et ils vont utiliser des critères capacitistes censés être liés à l'espèce. Et donc, c'est une sorte de contournement du fait que l'espèce ne peut pas être un critère pertinent.
Les critères capacity, c'est des critères en termes de capacité. Ils ont moins de capacité que nous et ça fait qu'on n'a pas à leur octroyer de droits, ils n'ont pas de valeur, etc. Les animaux sont bêtes, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la dignité que nous, on a en tant qu'humains. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils ne se voient pas reconnaître de droits. Voilà, un exemple de spécisme indirect. C'est un phénomène qu'on rencontre de façon générale. Hein. Il y a les discriminations sexistes, racistes, agistes, capacitistes, etc. Elles opèrent en fonction des critères de sexe, de race et autres. Mais quand il s'agit d'argumenter, les gens vont utiliser des argumentations de type capacitiste en termes de capacité. Et ils vont évaluer une sorte de valeur des êtres en fonction de leur capacité, d'une façon tout à fait arbitraire en fait, mais qu'ils ont l'impression que c'est justifié. Alors, cette définition du spécisme que j'ai donnée, c'est une définition de philosophie morale. Spécisme, discrimination arbitraire. Il y a aussi une définition politique. De la même façon que les mots racisme ou sexisme, par analogie avec lesquels est formé le mot spécisme, désignent aussi des idéologies qui baignent notre société, le spécisme est aussi une idéologie qui baigne notre civilisation, pour ne pas dire qu'elle en est au fondement, et c'est grosso modo l'idéologie humaniste à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Tel que je vais le traiter ici, je reprends la définition qu'en donne le Larousse. C'est une philosophie qui place l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. C'est prendre l'humanité, ou l'homme, comme on dit en société patriarcale francophone, française même, c'est prendre l'humanité ou l'homme comme alpha et oméga des valeurs, et notamment de l'éthique et de la politique. C'est pour ma part ce que j'appelle le suprémacisme humain ou le chauvinisme humain. Un exemple d'idéologie spéciste qui est aussi tout à fait de l'idéologie humaniste, les notions de personne, d'individu, de victime, d'être, de liberté sont quasiment réservées aux seuls humains. Une personne humaine, un individu humain, une victime humaine, un être humain, on ne dira pas un être chat, la liberté humaine, etc. On dira beaucoup plus difficilement une personne animale, un individu animal, une victime animale. Bon, ça peut se dire éventuellement, mais on a encore des cas où il y a un poulailler de 200 000 poules qui va brûler et des journalistes diront heureusement aucune victime n'est à déclarer. La notion d'être, donc les humains sont en haut d'une échelle des êtres et les animaux sont en bas. Et du coup, on va parler d'être humain pour bien souligner, comme lorsqu'on parle de personne humaine, pour bien souligner qu'il s'agit d'une personne, etc. Par contre, les animaux vont être considérés comme des êtres de nature. C'est typique, ça, de l'idéologie humaniste. Être de liberté d'un côté, être de nature de l'autre. D'autres façons dont s'actualisent ces idéologies, en anglais, on va utiliser it, par exemple, pour parler des animaux, alors que c'est he ou she pour les humains. En français, on va considérer qu'un couteau qui sert à trancher la gorge à un humain, c'est une arme, mais s'il sert à couper la gorge à un cochon, par exemple, destiné à être mangé, c'est un outil, etc. On a énormément de représentations comme ça dans le quotidien qui organisent une coupure franche entre les humains et les autres animaux et empêchent d'une certaine façon de considérer qu'on est dans des situations semblables qui concernent des semblables. Donc quand on parle d'idéologie spéciste ou d'idéologie humaniste, on peut avoir ce genre d'exemple à l'esprit. Alors, la notion de spécisme, c'est un outil qui est donc apparu dans les années 70, qui a été vraiment popularisé par Peter Singer, un outil politique, un outil éthique, et qui, avant qu'il apparaisse, faisait en fait cruellement défaut. Il y avait ce qu'on appelait la défense animale, qui était en fait très très défensive dans son approche critique de l'exploitation animale. Les gens se présentaient comme étant des amis des animaux. On parlait même à l'époque de zoophilie, mais pas au sens sexuel du terme. Mais il existait par exemple l'action zoophile de la jeunesse, qui était tenue par une vieille dame, qui était une action militante zoophile, aimer les animaux, pour les animaux. Mais du coup, comme s'il était question en fait de sentiment envers les animaux. Du coup, on accusait les militants de sensiblerie, eux parlaient d'amour des animaux, etc. On ne parlait pas du tout de justice, d'éthique, ou alors indirectement.
Et on invoquait désespérément et en vain des arguments spécistes, en fait, pour la défense des animaux. On disait qu'il ne fallait pas abandonner les chiens parce que c'était les compagnons fidèles, il ne fallait pas manger du cheval parce que c'était la plus noble conquête de l'homme, etc., etc. Enfin, c'était sans cesse des arguments qui prenaient sens dans un cadre spéciste, en fait, qui n'était pas remis en question. À ce niveau-là, il y a un bon petit texte qui est paru dès le numéro 1 des cahiers antispécistes en 91 de David Olivier, qui s'appelle Défense animale, libération animale, et justement qui donne un petit aperçu des différences qu'il peut y avoir. La libération animale, elle, invoquant la notion de spécisme et se posant comme antispéciste. Alors, la notion de spécisme a permis à plein de gens de se dire qu'ils avaient raison et qu'il ne s'agissait pas d'une sensiblerie infantile ou féminine de leur part, comme on tendait à leur imputer de façon méprisante, de se préoccuper des autres animaux, et qu'il s'agissait d'une vraie et fondamentale question d'éthique et de politique qui était rationnelle. Et cette notion de spécisme a permis de mettre enfin le focus aussi sur ce qui est la majeure partie de l'exploitation animale et qui était complètement ignorée autrefois, qui est la consommation des chairs, qui est de l'ordre de 99% des victimes de l'exploitation animale dans le monde sont en fait victimes d'une exploitation pour être mangées, quoi. C'est essentiellement des animaux aquatiques. C'est une estimation à la louche, hein, mais je pense qu'elle ne doit pas être très, très mauvaise. Et parce qu'il s'agissait désormais de considérer les individus indépendamment de leur espèce. Donc, on mettait le focus sur leur plaisir, leur souffrance et sur leur nombre, et non plus sur l'espèce. Ce n'était pas parce que c'était des chiens ou des chats ou des chevaux, etc., qu'on se préoccupait d'eux, mais parce que c'était des êtres sentients, souffrants, pouvant éprouver du plaisir. La notion de spécisme, elle est apparue avec l'idée d'une morale universelle, impersonnelle, l'égalité animale, qui est issue de l'utilitarisme. Bon, c'est un détail, mais j'en reparlerai ensuite. Il y a vraiment une idée de considérer de façon universelle les êtres qui ont des intérêts à défendre. Et alors, l'apparition de cette notion de spécisme et des argumentaires qui allaient avec a brisé le tabou sur la question éthique, sur la question morale. Et après l'apparition de la libération animale de Singer en 1975, on a vu une floraison de travaux d'écoles diverses en philosophie morale autour de la question de la légitimité de notre traitement des autres animaux et autour de la question du spécisme. Et la charge de la preuve a été renversée assez rapidement. Autrefois, il était évident, tellement évident qu'on avait tout pouvoir et tout droit sur les autres animaux que ce n'était même pas un sujet. Le sujet était ridicule et personne ne s'y intéressait ou n'osait s'y intéresser. À partir des années 75, ça devient un vrai sujet et les partisans du spécisme sont sur la défensive. Et de fait, j'en viens à mon premier point, mais qui est dans cette continuité. En 30-40 ans, le spécisme est devenu une notion historique qui est extrêmement forte théoriquement. Les spécialistes en philosophie morale qui se penchent sérieusement sur la question sont forcés de reconnaître qu'une morale spéciste est indéfendable, et ceci, quelles que soient les grandes écoles de philosophie morale qu'on considère. Je rappelle rapidement, il existe le conséquentialisme qui est souvent lié à l'utilitarisme, qui considère les conséquences de nos actes. Il y a ce qu'on appelle les philosophies déontologiques, c'est les droits de la personne, la morale kantienne, qui consiste dans un respect de certaines règles. Il y a la morale de la vertu, il s'agit de que faire pour devenir une bonne personne, c'est encore un autre type de morale. Il y a la théorie de la justice de Rawls, etc. Bon, toutes ces grandes écoles, en fait, quand on analyse un peu précisément leurs tenants et aboutissants, ne peuvent pas admettre le spécisme comme une discrimination qui serait fondée, qui aurait droit de citer. Alors évidemment, c'est débattu, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation, mais quand on regarde les arguments, de fait, ces gens ont tort. Ils n'utilisent pas des arguments qui sont soutenables. Ça paraît toujours bizarre de dire j'ai raison, les autres ont tort, mais de fait, je suis vraiment convaincu de ça. Et tous les gens qui bossent en ce qu'on appelle éthique animale et qu'on devrait appeler éthique tout bonnement, qui se sont penchés sérieusement sur le sujet, sont d'accord avec ça. C'est un point extrêmement important parce que justement, on a raison et qu'on en est assuré. En 40 ans, il n'y a pas de critiques valables, correctes, qui ont pu être faites
à l'invalidation du spécisme. Donc, introduire la notion de spécisme dans le débat médiatique, c'est faire entrer aussi une exigence de rationalité en éthique, ce qui est très important comme ce que j'appelle un méta-combat, c'est-à-dire un combat qui concerne des valeurs générales, si on veut faire avancer les choses pour les animaux, et même plus largement. C'est-à-dire faire en sorte que l'éthique cesse d'être du grand gloubi-boulga, du n'importe quoi hérité de l'histoire, et soit débattue de façon logique sur des bases qui sont des bases factuelles, etc., etc. Et non pas métaphysiques, laissées à l'appréciation de tout et n'importe qui, tout et n'importe quoi, etc. Ensuite, un autre point qui est intéressant par rapport au fait d'attaquer le spécisme en soi et non pas l'humanisme, eh ben, c'est justement qu'on n'attaque pas frontalement l'humanisme. La notion d'humanisme, j'y viendrai, mais elle est connotée de façon extrêmement positive, et ce qui fait que attaquer le spécisme, le mot n'existait pas autrefois, c'est une façon de contourner toute la charge de positivité qui est associée à l'humanisme. On attaque en fait quand même l'humanisme, mais sans le nommer, et on peut faire progresser une critique de l'humanisme d'une façon sans qu'ils s'en rendent compte. Bon, il ne faut pas exagérer, les gens ne sont pas bêtes, mais ça permet de contourner à ce niveau-là. Et puis, ça permet d'ailleurs de parler, mais ce n'est pas la seule chose, mais d'humanisme inclusif ou d'humanisme exclusif, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, c'est la stratégie qui a été suivie par Peter Singer, encore une fois, dans son livre The Expanding Circle, qu'il a publié en 81, là, où il argumente qu'au fil des millénaires, notre morale a progressivement agrandi son champ d'application. On est passé de la tribu à des entités de plus en plus grandes, la religion, la race, l'humanité, et Singer argumente qu'il est temps de passer à l'ensemble des êtres sentients en tant que sujet de préoccupation morale. Et cette façon de faire est une façon de faire qui n'est pas, qui affronte pas directement, qui s'affronte pas frontalement à l'humanisme en disant l'humanisme c'est pourri, c'est jeté à la poubelle, et qui dit simplement voilà, l'humanisme c'est une étape sur dans une voie vers le progrès moral, etc. Cette vision des choses, là, notamment The Expanding Circle, donc le cercle en expansion, qui est le cercle de considération morale, s'appuie notamment sur le parallèle qui est fait entre spécisme et racisme ou sexisme. C'est un parallèle qui a été fait d'emblée dans la création même du mot. Spécisme, c'est la discrimination fondée sur l'espèce dont sont victimes les individus, de la même façon que le racisme, une discrimination fondée sur la race dont sont victimes les individus. Et effectivement, le troisième point, c'est que la notion de spécisme permet le parallèle immédiat avec le sexisme ou le racisme, mais aussi l'agisme, le validisme, etc. Mais bon, ce sont des luttes qui sont moins connues, malheureusement, des oppressions ou des discriminations qui sont moins connues. Et du coup, cette notion de spécisme permet donc un parallèle aussi avec des luttes intrahumaines qui sont relativement reconnues quand même, et ce qui est important pour faire reculer le spécisme. Pour bien faire comprendre que non, il n'est pas justifiable et qu'il n'est pas juste. Accessoirement, ça a un effet intéressant aussi parce que ça fait découvrir les logiques éthiques liées à l'antisexisme ou à l'antiracisme aux militants de façon générale, et des militants animalistes plutôt réactionnaires, voire d'extrême droite, sont parfois venus ainsi, via la critique du spécisme, aux idées égalitaristes. Voilà, bon, ce n'est pas un effet massif non plus, il ne faut pas exagérer, mais enfin, disons que ça arrive. Et enfin, effectivement, la critique de la notion de spécisme permet de mettre en avant la notion d'égalité de considération des intérêts, ce qu'on appelle l'égalité animale, mais en fait, qui est l'égalité tout bonnement. Hein. Comme quand on parle d'éthique animale, c'est en fait l'éthique. Et cette notion d'égalité de considération des intérêts, c'est une notion qui est très forte au niveau éthique. Et là encore, c'est ce que moi j'appellerais une notion vraie en philosophie morale. J'imagine que les philosophes de philosophie morale sauteraient au plafond en entendant une chose pareille, mais c'est une notion qui est très forte, qui est une sorte de bastion très difficile à prendre avec des arguments
logique. C'est une sorte de bastion inexpugnable à ce niveau-là. Donc ces deux notions de spécisme et d'égalité animale sont apparues en même temps dans le livre de Singer, La libération animale. C'est que si la discrimination en fonction de l'espèce n'est pas justifiable, alors on ne doit pas discriminer. Et on doit prendre en compte, du coup, les intérêts des êtres sentients de façon similaire, semblable, égale. C'est ça, la revendication d'égale considération des intérêts. Alors, cette revendication d'égalité paraît très utopique et même onirique, quoi, une sorte de rêve. Et d'ailleurs, il y a un texte de Pierre Sigler qui parle de ça récemment pour dire qu'il faudra abandonner cette revendication-là. Enfin, je ne sais pas, il n'est peut-être pas aussi tranché, mais enfin, qui va dans ce sens-là. Mais je pense que cette revendication, ce n'est pas gênant qu'elle paraisse utopique ou onirique. C'est une revendication qui frappe très fortement les esprits et qui peut très bien apparaître et devenir un régulateur moral, ce qu'on appelle un régulateur moral, un horizon moral souhaitable. Qu'est-ce qu'on appelle un régulateur moral? Je crois que c'est une notion qui vient de Kant, là encore, mais c'est une vision globale qui permet de fixer un idéal pour nos actions, pour l'évolution de la société, etc. Nos sociétés, par exemple, acceptent l'idée d'égalité humaine ou de droits humains, les droits de l'homme, hein, comme on dit, hein, comme un régulateur moral. C'est bien évident qu'on est très loin de l'égalité dans la répartition des ressources, dans la considération accordée, etc., de l'égalité humaine. C'est bien évident qu'on est très loin d'une réalisation parfaite des droits humains à l'échelle de la planète ou même dans nos pays. Mais ça sert de régulateur moral. C'est avec cette notion-là qu'on va juger des faits des uns et des autres, des institutions, etc. Et il n'y a aucune raison que l'égalité animale, par exemple, ne puisse pas jouer un tel rôle, pas dans notre civilisation par contre, mais dans une civilisation future. Alors, une revue antispéciste s'appelait Pour l'égalité animale dans les années 2000 en France, qui tirait quand même à 2000 exemplaires. Les cahiers antispécistes avaient à une époque comme sous-titre « Réflexion et action pour l'égalité animale ». Une manifestation européenne a eu lieu à Strasbourg en 1998 sur ce mot d'ordre, manifestation européenne pour l'égalité animale. Et enfin, il y a PEA pour l'égalité animale, donc l'association en Suisse qui m'invite à faire cette présentation. C'est bien que cette notion-là apparaît comme une notion opérante, en fait, au moins aux militants. Alors, j'essaie d'aller un peu au pas de course parce que je veux dire plein de trucs et puis j'ai peur que ça dure trop longtemps, mais je voudrais passer un peu aux inconvénients qu'il y a à mobiliser la notion de spécisme. Très souvent, les inconvénients sont en fait la même chose que les avantages, c'est simplement qu'il y a à la fois avantages et inconvénients aux mêmes choses. Mais la critique de la notion de spécisme rate une partie de ce qui serait efficace comme attaque. Il se trouve que la philosophie morale n'est pas ce qui commande à la vie culturelle et politique dans nos pays, ni nulle part d'ailleurs pour l'instant, et que du coup un concept issu de la philosophie morale n'est pas nécessairement opérant pour rendre compte de notre univers mental, comment on fonctionne, comment on se représente les autres animaux, leurs valeurs, etc., etc. Les réflexions en termes de philosophie morale n'ont pas grand-chose à voir avec l'univers mental dans lequel les membres de notre société se débattent. Et on peut, par exemple, se dire « Ah ben oui, l'espèce n'importe pas normalement », mais continuer à considérer qu'il y a des êtres qui sont dignes et d'autres qui sont indignes, qui sont vils, qui sont ignobles, etc. Et la critique de l'humanisme, par contre, peut permettre de beaucoup clarifier ce genre de points, plus que celle du spécisme en soi. C'est une critique qui ne parle pas toujours aux gens, ils ne font pas toujours le lien directement avec l'idéologie dans laquelle ils baignent. C'est ce que je disais, il y a comme un hiatus. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Ça gêne à une bonne compréhension de ce dont on parle, mais en même temps, le fait que la notion de spécisme ne soit pas connue permet bien souvent de contourner les défenses intellectuelles et émotionnelles des gens. Et j'ai souvent vu ça, moi, en discutant, en fait, en termes de philosophie morale. Est-ce que la notion de spécisme est défendable? Non, elle n'est pas défendable. Pourquoi? Aboutir
à la conclusion de on devrait considérer de façon égale les intérêts de tous les êtres sentients, etc. Et en fait, les gens n'ont pas l'habitude de ce genre de discussion et sont en quelque sorte sans défense face à ce. Évidemment, ils amènent toute une batterie de défense, mais qui sont faciles à démolir, enfin à contester. Et ce qui pourrait être un inconvénient peut aussi être un avantage à ce niveau-là. Il n'y a pas de défense socialement organisée à l'heure actuelle, forte en tout cas, contre une argumentation en termes de spécisme. Il y a un gros problème avec la notion de spécisme quand même, c'est qu'elle permet facilement une dérive que je trouve catastrophique, où on en vient à parler des différences de traitement entre les différentes catégories d'animaux asservis, entre leurs espèces, plutôt que du fait qu'ils sont asservis et qu'ils ont un maître, un humain. C'est typiquement l'argument qui nous est ressorti sous la forme de le spécisme, c'est caresser les chiens et c'est manger les cochons. Il y a un tiers qui disparaît dans cette histoire, c'est celui qui a tout pouvoir de domination et qui décide qui va caresser ou qui va manger, quoi. C'est l'humain. Donc cette notion de spécisme, elle permet de blackouter la notion de suprémacisme humain, l'humanisme précisément. C'est pas anecdotique, c'est la stratégie qui a été suivie par les premiers qui ont parlé de spécisme en France, ce qui s'appelle maintenant la Fondation éthique et droit animal, qui s'appelait autrefois la Ligue française pour les droits de l'animal, à la fin des années 80. C'était une ligue qui, à l'époque, était en plus farouchement anti-végétarienne. C'était assez ignoble, et qui avait créé une déclaration universelle, entre guillemets, des droits de l'animal, où ils n'arrêtaient pas de dire que ça avait été proclamé à l'UNESCO en 1978, alors que ça avait été lu devant les bâtiments de l'UNESCO, etc. Bon, mais du coup, cette fondation-là utilisait la notion de spécisme en la vidant complètement de tout son sens éthique et politique, en disant que le spécisme, c'était considéré qu'un mulet valait moins qu'un cheval, etc., comme si ce n'était pas le fait de considérer que les humains comptaient eux seuls et qu'ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur les autres, de les asservir et tout. Alors très souvent, des militants, sans même souvent vraiment s'en apercevoir, glissent sur cette pente savonnée, et on retrouve cette tendance-là partiellement aussi chez Émeric Caron, mais bon, qui tente tout de même de l'utiliser pour populariser la notion en parlant ensuite de suprémacisme humain. Mais n'empêche que je trouve ça un peu délicat de commencer à parler de spécisme en parlant des cochons et des chiens et en oubliant les humains, quoi. Et un dernier point qui concerne sans doute plus la France que les autres pays francophones, la notion de spécisme apparaît comme d'origine anglo-saxonne, liée à la philosophie analytique qui s'est développée dans les pays anglo-saxons et à l'utilitarisme qui s'est développé dans les pays anglo-saxons, qui sont autant de figures repoussoires en France franchouillarde, alors que la France, elle, est censée être le pays des droits de l'homme, comme on dit en France, pays des droits humains, donc le pays humaniste par excellence. Et du coup, on a aussi à se défendre, au moins dans les milieux un peu intello, de ce sentiment dégoulinant de bêtises franchouillardes, d'être issu d'une philosophie qui serait hors sol, qui serait brutale, anglo-saxonne, et qui ne comprendrait rien aux subtilités et à la majesté de l'humanisme à la française. C'est un peu ce qu'essaye de faire valoir Florence Burga quand elle dit « Nous avons affaire à deux champs très différents, l'un dit continental, l'autre dit analytique, à deux manières de philosopher qui ont assez peu en commun. Leurs références ne sont pas les mêmes. La philosophie analytique mobilise plus volontiers les sciences que de la philosophie. Et il arrive que l'impasse faite sur l'histoire de la philosophie, mais aussi sur l'anthropologie ou la psychanalyse, conduise à simplifier les problèmes qui seraient d'abord affaire de propositions à mettre dans le bon ordre. Là, ce qu'elle dit, en fait, c'est que bon, la philosophie analytique, c'est un peu simplé et ça a l'impression d'avoir réglé la question une fois que ça a dit que le spécisme était indéfendable. Alors que la philosophie continentale, qui touche à la question de l'humanisme, elle, c'est une philosophie qui va dans le sensible, dans le complexe, etc. etc. Bon, dans la réalité, on est très loin d'avoir une telle coupure entre les deux. Et on serait souvent tenté de dire que la philosophie analytique, elle, au moins, est rigoureuse, alors que la philosophie continentale, souvent, dit tout et n'importe quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a, en tout cas en France, où il y a un très fort chauvinisme culturel, une résistance
qui décroît, hein, mais qui a été extrêmement forte dans les années 90, à tel point que c'était des blocages absolus, notamment dans le milieu universitaire, contre tout ce qui vient des États-Unis. D'Angleterre. Stratégie de critique de l'humanisme, par contre. Je vais commencer par exposer un peu les avantages de cette stratégie de critique. J'espère que vous m'entendez. J'ai vu que là, ma connexion n'était pas très bonne. Oui, oui, on t'entend très bien. Bon, très bien. Et j'espère que je ne vous saoule pas parce que je parle. La stratégie de critique de l'humanisme. On est directement dans le fond du sujet. C'est vraiment l'idéologie qui baigne notre civilisation. Et en France, on a des promoteurs, des défenseurs, des théoriciens de l'humanisme à la Kant, qui sont particulièrement réactionnaires. Il y a Luc Ferry, c'est un ancien ministre de droite. Il y a Alain Renaud et toute une ribambelle de philosophes ou d'abrutis, ou les deux, qui sont engouffrés dans la voie qu'ils ont ouverte, dont l'un des plus calamiteux et bien connus, c'est Paul Ariès, qui avait fait un livre en l'an 2000 qui était intitulé « Libération animale ou nouveaux terroristes, les saboteurs de l'humanisme ». C'était paru aux éditions Goliath, qui sont une édition de Cateau de gauche. Et la thèse que Luc Ferry mobilise, il l'a mobilisée en 92, et le bouquin de Paul Ariès s'inspire énormément de son livre, c'est une sorte de sous-Ferry. La thèse que Luc Ferry mobilise à l'encontre de l'égalité animale dans son bouquin, qui était un best-seller des années 90-92, qui s'appelle « Le nouvel ordre écologique », et dans tous les livres ultérieurs qu'il a pu écrire sur la question, c'est l'argumentation qui fait remonter à Rousseau et à Kant et qui dit « L'homme, l'humain, évolue par l'éducation en tant qu'individu, par la politique en tant qu'espèce. L'acte humain par excellence, c'est le mouvement. C'est précisément ce qui nous différencie des êtres de nature, c'est les animaux, qui sont, eux, toujours rivés à un code. L'instinct pour les animaux, le programme pour les végétaux. Ils sont rivés à leur nature. Les animaux, eux, n'ont pas d'histoire. Seul l'homme en a une, parce qu'il est le seul capable de se dégager des déterminismes biologiques pour conquérir sa liberté. Le droit est antinaturel, le savoir scientifique est antinaturel, l'homme est un être d'antinature. C'est la base de l'humanisme. Donc il écrivait ça en 92. De fait, ça représente vraiment une grande partie de ce que j'appelle l'école humaniste française, ce qui distingue les animaux les humains des autres animaux, c'est pas simplement l'espèce, c'est quelque chose qui va avec l'espèce humaine, qui est la liberté. On est des êtres de liberté, eux sont des êtres de nature. On est des êtres de culture, d'histoire, d'éducation, eux sont des êtres d'instinct. Ils ont des déterminismes biologiques, ils n'ont pas d'histoire, etc. Bon. C'est parce qu'il est libre, contrairement aux autres animaux, que l'homme, avec un grand H du coup, il est magnifié, doit se voir accorder une dignité particulière et qui légitime qu'il possède des droits qui, eux, ne sont pas accordés aux autres animaux. C'est la révérence qu'on doit porter à la liberté, qui est la laïcisation du libre arbitre des chrétiens, en fait, et non simplement à l'intelligence ou à la raison, ou qu'on doit porter à l'humanité en tant que telle, en tant qu'elle est synonyme de liberté, qui donne à l'être humain sa valeur singulière dans un monde qui est par ailleurs dénué de toute liberté, de toute subjectivité, qui est un monde du déterminisme. La nature, c'est les lois naturelles, c'est les lois physiques, c'est ce qu'on veut. Il n'existe pas la conscience dans la représentation qu'on a de la nature, c'est les lois naturelles, et l'humanité sort et émerge de la nature en tant que conscience d'elle-même, etc. Alors Ferry conçoit bien que les animaux sont sensibles, ils sont communicants, ils sont affectueux, ils sont intelligents, ils sont rationnels, ils peuvent même parler, mais ils ne sont pas libres pour autant. Il va dire, si on observe objectivement, c'est lui qui dit objectivement, on constate que la bête est conduite par un instinct infaillible, commun à son espèce, comme par une norme intangible, une sorte de logiciel dont elle ne peut jamais vraiment s'écarter. La nature lui tient lieu tout entière de culture. Ça, c'est dans un bouquin qu'il a écrit en 2000. Et il va seriner ça à la manière d'un disque rayé, régi tout entier par la nature, l'animal n'a pas d'histoire. Comme le notait déjà Rousseau, les mœurs des abeilles et des fourmis étaient les mêmes il y a 20 000 ans.
On n'était pas là pour le voir il y a 20 000 ans. Tandis que les sociétés humaines, ouvertes à la culture, ne cessent de se transformer. Bon, ça c'est vraiment le fond de l'argumentaire de l'humanisme à la française. C'est les humains sont des êtres d'exception dans un monde qui leur sert de décor et d'estrade, en fait, de marchepied, de piédestal. Et c'est parce qu'ils sont des êtres d'exception, les chrétiens auraient dit fait à l'image de Dieu, hein, la liberté, qu'ils doivent se voir reconnaître une éminente dignité et de ce fait des droits. Et dans un article intitulé L'humanisme de la corrida, son camarade Alain Renaud, ils ont vraiment beaucoup travaillé ensemble, explique que la mise en scène du combat dans l'arène, donc ce combat dont est victime le taureau, vise à faire valoir la grandeur même de l'humain en l'homme. Et il détaille, Alain Renaud, le sens du combat du matador et du taureau, mais en fait toujours apparu transparent. Soumission de la nature brute, c'est-à-dire de la violence, au libre arbitre humain, victoire de la liberté sur la nature, soumission de la matière aveugle à une volonté qui lui donne forme. C'est le discours typique qu'on retrouve avec une façon d'écarter l'existence individuelle du taureau qui est absolument obscène. Il parle de soumission de la nature brute, c'est-à-dire de la violence. C'est-à-dire que le taureau, c'est la violence. Ce n'est pas la violence qu'il subit, il incarne la violence. Il incarne la nature brute. Il incarne la matière aveugle. Et face à cette matière aveugle, il y a une volonté, il y a une conscience, il y a un libre arbitre humain. Et il poursuit, Alain Renaud, la tauromachie possède ainsi une signification universelle. Elle n'est autre que celle qu'exprimait au fond la Genèse elle-même. Remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Là, on voit bien que cette notion d'humanisme, c'est une notion de suprémacisme. Il s'agit véritablement d'une idéologie de la domination. Et Alain Renaud conclut, pour se représenter les valeurs constitutives de l'humanité, pour symboliser cet arrachement à la nature qui ouvre l'espace de la culture, l'homme éprouve le besoin, dans la corrida, et sans doute dans la corrida seule, de faire souffrir la nature et de tuer ce qui s'y trouve de vivant. Bon, faire souffrir le taureau, le torturer, ça s'appelle faire souffrir la nature. C'est un élément naturel, le taureau, dans cette histoire. Et tuer ce qui s'y trouve de vivant dans la nature, c'est tuer cet individu, en fait. L'individu est complètement squeezé dans cette histoire. Le texte qu'il a écrit, là, c'est un texte qui date de 2007 qui s'appelle L'humanisme de la corrida. Alors, contrairement à ce qu'affirme Renaud, moi je pense que la mise en scène de la domination humaine n'est pas propre à la corrida et qu'elle est à l'œuvre de la même façon dans les activités de chasse, dans la consommation de viande et même dans l'expérimentation animale. Les pratiques qui courbent les animaux sous le joug, qui les font souffrir, qui les tuent, signifient avec efficacité notre pouvoir, notre excellence dans l'ordre du monde. Elles mettent en valeur le fait que nous sommes, nous, des êtres d'exception, les seigneurs de la terre, les seigneurs du monde. Seigneurs au sens féodal du terme, pas au sens d'égorgeur, mais de fait. L'abattoir, au même titre que la corrida, constitue alors la vérité de l'humanisme, sa meilleure invention, dit Patrice Rouget. Patrice Rouget, j'ai mis une bibliographie à la fin du texte que je vous reprends là. Patrice Rouget, c'est un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle, c'est un philosophe, il est prof dans un lycée, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La violence de l'humanisme. Pourquoi nous faut-il persécuter les animaux, qui est un véritable réquisitoire contre l'humanisme, qui est très intéressant, qui voit l'humanisme véritablement comme une idéologie de la domination, ce qui est aussi ce que je pense. Ce texte-là que je vous lis et commente, c'est un texte que j'ai écrit cet après-midi et que j'ai mis en lien sur c'est sur la page où il y a sur le poste de PEA, je crois. Alors, c'est peut-être le journaliste François Reynert qui livre en toute naïveté la clé de l'humanisme quand il écrit dans le Nouvel Observateur, dans les années 90.
les militants de la libération animale se posent en successeurs de ceux qui, hier, luttèrent pour l'affranchissement des esclaves et des femmes. Ne dit-on pas aujourd'hui des animaux ce qu'hier on disait des noirs? Et là, il dit « sophisme affreux ». Ce qui était scandaleux, évidemment, c'était jadis de traiter les noirs comme du bétail. Jusqu'à quelle négation de l'homme va-t-on aller si aujourd'hui on demande d'avoir pour le bétail la sollicitude que hier on eut pour les noirs? Alors moi je trouve ça hallucinant, ce passage, parce que d'abord, passons outre le fait que, contrairement à sa réécriture de l'histoire, l'immense majorité des humanistes des temps passés, ni même d'ailleurs d'aujourd'hui, n'a jamais fait preuve de beaucoup de sollicitude pour les Noirs, ni pour les femmes lorsqu'elles étaient dominées, mais contrairement à ce qu'il laissera entendre. Mais c'est surtout, il affirme que se soucier des intérêts des individus des autres espèces nie l'humanité. La sollicitude nierait l'humanité? D'habitude, elle ne nie pas l'humanité. En général, on parle justement d'humanité. Quelqu'un fait preuve d'humanité quand il fait preuve de sollicitude. Bon, c'est pas ce que pensait, par exemple, un Hitler, qui disait « Celui qui ne possède pas le pouvoir perd tout droit à la vie. La jeunesse qui grandira dans la forteresse sèmera la terreur dans le monde. » Pas ce genre de choses. Mais Hitler est mort, ainsi que la plupart de ses admirateurs. Alors, comment ça se fait que François Reinert puisse affirmer une chose pareille? Mais oui, mais en fait, c'est que la sollicitude ne nie l'humanité que lorsqu'elle s'exerce à l'endroit des non-humains. C'est-à-dire lorsqu'elle tend à abolir la différence de traitement normale dans notre société entre les inférieurs, les animaux, et les égaux, les pairs. En fait, les supérieurs, ils sont égaux en supériorité, les humains. Si cette hypothèse est bonne, cette différence de traitement est la marque en fait de notre supériorité et aussi de notre égalité entre nous. Bien traiter les animaux, c'est alors abolir une distinction dans tous les sens du terme, c'est ce qui nous distingue, mais aussi ce qui nous hisse plus haut. C'est abolir une distinction, c'est abolir un privilège, c'est nier en quelque sorte dans les faits notre supériorité, rabaisser notre humanité et d'une certaine façon être anti-humain. Je pense que c'est là aussi un des sens cachés du fait qu'on nous dit souvent, quand on dit qu'on est végétarien ou vegan, Hitler aussi était végétarien. Je pense que Hitler incarne l'anti-humain par excellence et le fait de se soucier des autres animaux apparaît comme un acte anti-humain dans sa signification profonde. Et du coup, on est renvoyé à une autre figure de l'anti-humanisme qui n'a rien à voir avec la nôtre, puisqu'au contraire, c'est une figure de la domination, alors que nous, on souhaite l'égalité, mais qui est Hitler. Et à l'inverse, je pense qu'on peut penser qu'on marque que nous sommes des pairs, que nous sommes des gens de valeur, en nous traitant bien les uns les autres, et en gardant une certaine civilité entre nous, qui fera contraste avec la façon dont, en revanche, nous traitons ceux qui ne font pas partie de notre communauté. Ce type d'hypothèse, c'est à vrai dire classique en sciences humaines, en sciences sociales, le fait de traiter de façon égale les membres du groupe et de traiter de façon inégale, en fait avec des mauvais traitements, ceux qui sont extérieurs au groupe, pour bien marquer la différence et pour bien marquer la supériorité. Elle éclaire sous un jour nouveau le fait que la viande trône avec tant d'insistance au centre des repas et que les humains semblent si souvent tenir à la consommation du corps des animaux comme à la prunelle de leurs yeux. J'ai mis en biblio pas mal d'articles et de bouquins qui traitent de cette question-là. C'est une question qui est controversée. D'abord, c'est quelque chose qui est peu utilisé, malheureusement, je pense, au sein du mouvement animaliste, mais qui aurait une très forte portée, du coup, pour décrédibiliser l'humanisme, ce qui serait un enjeu politique majeur. Dire, en fait, l'humanisme, c'est une morale sanguinaire et qui organise l'asservissement et le massacre des autres animaux pour nous mettre sur un piédestal, pour bien marquer le fait qu'on est les seigneurs de la terre, etc. De fait, par exemple, un bouquin qui est paru récemment, qui en parle pas mal, c'est De l'humanisme à l'antispécisme de Cédric Stoltz, que je vous conseille de lire. C'est un bouquin philo, mais accessible, qui est pas mal du tout. Et puis avec Axel Peyus-Pror, on publie un bouquin qui s'appelle Solidarité animale, défaire le spécisme, qui consacre aussi un chapitre à cette question-là. Je vous dis, c'est une question qui est controversée,
Il y a des gens qui ne pensent pas que ce soit si effectif que ça, ce truc, mais en tout cas, c'est une question, je pense, qu'il est important d'aborder et qui peut avoir un immense impact au niveau culturel sur les questions animales. Et donc, avec cette notion d'humanisme, on rentre de plein fouet dans la distinction fondamentale entre humanité et nature, entre civilisation, liberté, raison, conscience de soi, éducation, et barbarie, sauvagerie, mais aussi déraison, déterminisme, etc. Une distinction qui est au fondement même de notre civilisation. Et Florence Burga critique justement l'approche antispéciste, l'approche qui mobilise la notion de spécisme, comme ne rentrant pas suffisamment là-dedans, comme restant extérieure à cette découpe entre humanité et nature. Et elle dit, par exemple, la notion d'antispécisme qui a pour centre l'espèce, critère biologique, semble ne pas tenir compte du fait que l'humanité ne se pense précisément pas en ce terme, mais qu'elle se pense comme un genre auto-institué qui fait valoir une rupture essentielle, rupture entre elle et le reste du monde, entre elle et la nature. De ce fait, on peut se demander si la critique du spécisme ne manque pas son but. Écoutons un défenseur de la singularité du genre humain. Justement, il ne parle pas d'espèce humaine, mais du genre humain. Et ce type-là, que je n'ai pas noté le nom, dit « Avec l'idée d'espèce humaine, en effet, on concevra l'homme comme partie de la nature et on le considérera comme un animal parmi les autres. Avec la notion de genre humain, on admet sa différence par rapport aux animaux et on s'intéresse plus à cette différence elle-même qu'à leur caractère commun. » Je pense qu'il résume tout à fait ce qu'est effectivement l'humanisme. Alors, elle dit, est-ce qu'on peut vraiment mettre à mal cette distinction humanité-nature, cette idée de genre humain, de spécificité du genre humain, simplement en faisant constater l'erreur qui consiste à faire de l'appartenance à une espèce un critère moralement pertinent? Et est-ce que ce n'est pas plutôt à l'anthropocentrisme et à son produit, l'humanisme, qu'il faut s'attaquer? Donc ça, elle pose véritablement la question qui est un peu celle de cet exposé. Bon, sauf que elle, pour elle, ça ne fait pas de doute que oui, c'est ce qu'il faut faire, alors que moi, ma réponse, c'est plutôt qu'il faut attaquer de tous côtés et que je pense que c'est extrêmement efficient d'attaquer le spécisme. Mais Florence Burga a fondé tous ses argumentaires sur ce qu'elle appelle la philosophie continentale, donc elle défend sa façon de faire tout bonnement. Alors, on peut critiquer facilement d'un point de vue intellectuel et rationnel l'humanisme comme ne tenant pas debout, comme étant vraiment du bric-à-brac idéologique. Par exemple, les mouvements d'esprit critique de zététique ont développé plein d'outils, les biais argumentatifs, etc., les moisissures argumentatives, pour débusquer les raisonnements qui ne tiennent pas la route. Alors, moi, je trouve que ce mouvement-là ferait bien d'appliquer ces outils à des choses importantes, comme notamment l'idéologie qui fonde notre civilisation. Mais bon, ça fait partie des choses qu'il faut faire. De fait, en s'appuyant sur la distinction humanité-nature, l'humanisme est vraiment au fondement de notre ordre social et de nos catégories de pensée, de nos affects et de nos identités, les appartenances, notamment l'appartenance humaine, etc. Il paraît complètement indéboulonnable, alors qu'il est vraiment critiquable aisément, quoi. On a vu les discours de Ferry disant que les animaux sont des êtres qui n'ont aucune liberté, qui sont complètement instinctifs, complètement mus par leurs instincts. C'est des sortes de pantins, en fait. Bon, on sait très bien, et de plus en plus, que l'éthologie montre au contraire à quel point les animaux ont une conscience complexe du monde et d'eux-mêmes et de leurs relations. Qu'ils délibèrent comme nous le faisons en permanence, c'est-à-dire qu'ils font des choix sans cesse, qui peuvent être des choix contradictoires, où ils ont à gérer des intérêts contradictoires, etc. Enfin bon, bref, qu'on ne peut plus du tout tenir ce type de discours. Alors ça, c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose vraiment qu'il faut mettre en avant, c'est que les animaux ne sont pas des êtres de nature, et que si on doit faire cette distinction entre être de nature et
et êtres de liberté, alors les animaux sont aussi des êtres de liberté. Dans la pratique, on voit qu'en fait, l'idéologie humaniste résiste. C'est-à-dire qu'on va avoir des articles entiers ou même des dossiers entiers dans les revues ou des bouquins qui parlent des capacités cognitives, mentales, émotionnelles, etc., ou de l'intelligence des animaux, et qui vont continuer à parler d'êtres de nature ou de la nature. Ah, nous sommes émerveillés par la richesse de la nature, et tout ça, en parlant des animaux. C'est-à-dire qu'ils continuent d'être relégués dans la sphère nature, et au lieu de passer dans la sphère être sentient, disons, pour ne pas appeler ça humanité. Donc il y a un vrai travail qui reste à faire à ce niveau-là, c'est sortir les animaux de la case nature. Il y a une nécessité là à laquelle on ne peut pas couper. C'est une idéologie à ce niveau-là qui est complètement omniprésente et qui invalide l'existence des animaux. Le mot même nature est une arme de guerre massive à l'encontre des animaux. Un autre point de critique de l'humanisme qui est intéressant, c'est qu'il n'arrive pas même à définir, les humanistes ne tombent pas d'accord sur ce qu'est l'humanité. Ils sont emberlificotés dans leurs contradictions. La notion d'humanité trimballe un enjeu considérable, puisque selon qu'on est humain, reconnu humain ou pas, on va se voir attribuer des droits aussi fondamentaux que le droit à ne pas être tué ou pas être torturé. Et du coup, c'est un objet de lutte permanent, cette histoire de définition de ce qui est humain ou pas. Alors évidemment, il y a eu lutte à propos des femmes, à propos des peuples colonisés, des races, des enfants, etc. Il y a une lutte à l'heure actuelle très claire au niveau du statut du fœtus et de la question de l'avortement, au niveau aussi de l'euthanasie. On a l'exemple de Lambert qui est débranché, rebranché, etc. De fait, l'humanisme dans lequel on vit est une émanation du christianisme qui a été laïcisé. Il puise dans 2000 ans d'histoire occidentale religieuse à ce niveau-là. Et ces versions religieuses ne se distinguent pas toujours bien des versions laïques ou athées qui en sont en fait on a enlevé Dieu, mais on a repris à peu près la même chose. Et les versions religieuses servent de fer de lance à des tentatives de reprise du pouvoir de la part des religions. La bataille de l'avortement, la bataille des histoires de fin de vie, mais aussi des droits des femmes, c'est des batailles qui sont vraiment menées, notamment par le Vatican, mais pas que, pour essayer de reprendre du pouvoir au niveau éthique et politique dans la société. Alors, d'un point de vue antispéciste, c'est très important, à mon avis, de casser le côté positif, immaculé de la notion d'humanisme, et notamment en rappelant que historiquement, l'humanisme n'a pas été cette idéologie de l'égalité humaine, de la bienveillance, de la mesure, etc., qui est véhiculée par la notion de humain, mais que ça a bel et bien été l'idéologie du racisme, du sexisme, de l'agisme envers les enfants, du capacitisme et de l'eugénisme, le massacre des humains qui étaient des sous-humains, les malades mentaux, comme on disait, les déviants et autres. Ça a été aussi l'idéologie des génocides à travers le racisme, l'antisémitisme et tout ça. Ce n'était pas le cas de tous les humanistes. Il y a toujours eu des humanistes qui ont refusé une partie au moins de ces discriminations-là au nom justement de l'humain. Enfin, quand même, globalement, l'humanisme des 19e et première moitié du 20e siècle, c'est un humanisme qui est d'une violence extrême et qui n'a rien d'égalitariste. Ça n'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin de la colonisation explicite et que depuis les combats féministes que l'humanisme s'est vraiment revendiqué de façon générale d'une égalité humaine universelle. Je mets des guillemets évidemment à universel parce que, bon, déjà, il y a des catégories entières d'humains qui ne sont pas très... Entre les enfants, les criminels, etc., ça fait des discriminations qui sont pas très défendable, mais en plus, c'est une égalité universelle, entre guillemets, parce qu'elle exclut quand même la quasi-totalité des êtres sentients de la planète, quoi. L'humanisme, à ce niveau-là, est un chauvinisme, c'est une sorte de nationalisme d'espèce, c'est un particularisme qui se revendique de l'universalisme, mais qui est en fait un particularisme. Le véritable universalisme, c'est l'idée d'égalité animale, mais d'égalité. Et du coup, on peut distinguer l'humanisme de la notion d'égalité
alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup lié, hein, on parle d'égalité humaine pour parler d'humanisme et réciproquement. C'est quelque chose qui est récent historiquement, qui est lié à des événements historiques et qui ne correspond pas nécessairement à la logique globale de l'humanisme. La logique globale de l'humanisme, c'est au contraire une logique d'échelle des êtres, c'est-à-dire de hiérarchisation, avec des surêtres et des sous-êtres, les surêtres étant les humains, voire des surhumains ou des humains plus intelligents ou que sais-je, ou plus libres, et les sous-êtres étant les animaux, mais il y a toute une gradation du coup qui peut opérer également au sein de l'espèce humaine elle-même, en termes de plus ou moins humains, plus ou moins animaux, plus ou moins naturels, etc. C'est-à-dire que l'humanisme opère sans cesse des opérations d'humanisation des uns et des autres, ou de déshumanisation des uns et des autres, d'animalisation des uns et des autres. À ce niveau-là, il y a des liens qui peuvent être faits de façon utile avec les autres luttes pour la reconnaissance. Il y a de très nombreux travaux de psychologie sociale qui ont montré qu'il y a plus les gens sont sexistes ou racistes et plus ils ont des chances d'être spécistes, mais réciproquement également. C'est Daniel Handler, un mec qui écrit sur Internet, qui est prof, qui dit « C'est dans la lumière de l'humanisme que l'ombre du racisme s'allonge ». J'ai trouvé ça très joli, mais assez vrai, malheureusement. Alors, les inconvénients à attaquer la notion d'humanisme, c'est une notion vague, il faut à chaque fois clarifier ce dont on parle, et il y a des aspects de l'humanisme qu'on devrait bien garder à l'esprit pour s'en revendiquer positivement, je vais y venir. Tout n'est pas acheté dans l'humanisme. C'est une notion dominante qui investit positivité, hein, comme la notion d'humanité, comme l'idée d'humain, être plus ou moins humain, etc. Les gens, ils sont attachés, ils y voient le dernier rempart contre la barbarie. Ils aiment bien la notion de dignité humaine, qui leur est devenue évidente justement depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1948, donc après le nazisme, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc vraiment, c'est le rempart contre la barbarie, l'humanisme, ça apparaît comme ça. Et l'humanisme en est venu à signifier une attitude respectueuse et bienveillante à l'égard des autres humains, qui sont identifiés du coup comme nos semblables, nos prochains, quoi. Ce qui est quand même tout de même très positif, il s'agit d'un vrai progrès moral par rapport à d'autres époques de notre histoire. Et il signifie aussi la volonté des humains de se fixer leurs propres règles et idéaux d'eux-mêmes et par eux-mêmes. Aussi, hélas, pour eux-mêmes, c'est-à-dire en étant centrés sur eux. Mais ça, par rapport à l'emprise des religions, du divin ou du naturel, etc., l'humanisme désigne aussi la volonté des humains d'être leur propre mesure pour ce qui est de leur vie. C'est eux qui vont fixer le but qu'ils se donnent et les règles qu'ils se donnent, et non plus l'invocation de Dieu ou de la nature, etc. Donc, décentrage du divin ou du naturel, mais par contre, centrage sur l'humain. Pas évident à critiquer. Les humains contemporains ont pris l'habitude d'axer leur propre lutte, en outre, les luttes pour l'éducation, pour l'égalité humaine, contre les discriminations, sur la revendication de leur appartenance commune à l'humanité. Hein, ils vont dire, on n'est pas du bétail, on est humain, on a droit à ceci, à cela, etc. Se battre, nous, pour que les luttes intra-humaines cessent de s'appuyer sur la revendication d'humanité, et pour, par exemple, s'appuyer sur le fait qu'on est des êtres sensibles, on veut voir nos intérêts pris en compte, c'est pas demain la veille qu'on va y arriver, ça va demander beaucoup de travail politique. Ça fait partie des gros désavantages qu'il y a à attaquer du côté de l'humanisme. C'est pas demain la veille qu'on va obtenir des reformulations, notamment des luttes progressistes en termes non humanistes. Et à chaque fois, évidemment, que des gens manifestent en disant « on n'est pas des bêtes, on n'est pas du bétail, on est des humains, on veut ceci, cela », ça reconfirme l'humanisme et la distinction humanité-animaux, etc. N'empêche que ça vaut le coup d'attaquer l'humanisme, aussi justement pour faire visibiliser ce genre de choses. Mais on a la possibilité de proposer d'autres types d'humanisme, dont pour ma part, j'espère qu'ils cesseront vite de s'appeler humanisme, hein, et qu'ils cesseront vite de continuer à faire référence à la notion d'humanité. Mais notamment, je vais reprendre ici ce que dit Will Kimlicka dans un texte très intéressant qui s'appelle, je ne me rappelle plus le titre exact, mais je l'ai mis en biblio, c'est grosso modo pour des droits humains qui ne soient plus basés sur l'idée de suprémacisme humain. Et les droits humains, au lieu d'être fondés sur l'idée de l'exceptionnalité humaine,
peuvent être défendus sur une base bien plus sûre, immédiate et véritablement universelle, à partir des notions de subjectivité incarnée et de vulnérabilité. Alors, il faut que je me dépêche quand même, donc je vais vous lire ça rapidement, mais ça n'est pas une condition nécessaire qu'une théorie des droits humains, qu'elle exclue les animaux ou qu'elle exalte les humains à l'encontre des animaux. Plusieurs nouvelles approches passionnantes de la théorie des droits humains ont émergé. Et par exemple, Brian Turner fait valoir que les droits humains devraient être fondés sur le respect des individus en tant que sujets vulnérables, qui est une idée qui est défendue par d'autres encore. Amartya Sen et Martha Nussbaum ont élaboré des théories des droits de la personne fondées sur les capacités, c'est-à-dire sur la capacité à s'épanouir, notamment. Fiona Robinson a élaboré une approche des droits humains fondée sur l'éthique du care, le soin. Et Judith Butler fait appel, par exemple, à la vie précaire, à la précarité de notre vie comme fondement de l'approche des droits humains. Donc ça, on prend quasiment l'inverse de l'attitude habituelle où on proclame au contraire la superbe des humains, on est des êtres d'exception absolument remarquables, etc. Là, il s'agit au contraire de faire valoir notre précarité, notre vulnérabilité. On peut rajouter à cette liste les travaux de la Française Corinne Pelluchon, qui a travaillé sur l'éthique de la vulnérabilité. Elle a publié plusieurs bouquins là-dessus. Toutes ces approches, ces nouvelles approches théoriques forment ce que Anne Murphy appelle le nouvel humanisme corporel, donc qui part du corps et en fait de la vulnérabilité du corps, et qui se fonde sur la vulnérabilité du corps humain à la souffrance et à la violence. Un tel humanisme corporel ouvre bien sûr la porte à la prise en considération des corps vulnérables et des vies précaires, quelles qu'elles soient. Je veux dire, le critère d'humanité n'est plus là que par habitude, et encore un certain nombre de ces théoriciennes, c'est surtout des femmes, ont tout à fait vu que ça pouvait s'appliquer aux autres animaux. Alors, un tel humanisme, elle parle de nouvel humanisme corporel, ne reste un humanisme que tant qu'il s'applique qu'aux humains, et il sape en fait toute base logique à l'exclusion des sentients non humains, des êtres sensibles non humains. Un tel humanisme n'est plus un humanisme en fait, c'est un sentientisme. Le critère d'humanité, au final, est remplacé par celui de la sentience. Et c'est bel et bien ce que réclame la révolution antispéciste. Et dans un article en anglais intitulé « L'humanisme a besoin d'une mise à jour. Le sentientisme est-il la philosophie qui pourrait sauver le monde ?» Un anglophone qui s'appelle Jamie Woodhouse, on en a parlé il y a 2 jours sur le groupe Facebook contre l'ordre spéciste du monde. Donc ce type-là dit le sentientisme a beaucoup en commun avec l'humanisme. Comme l'humanisme, il est favorable aux droits de l'homme et se concentre sur notre humanité commune à l'échelle mondiale. Il est antisexiste, antiraciste, il y a une longue liste. L'humanisme et le sentientisme nous aident tous deux à nous concentrer sur ce que nous avons en commun, notre humanité et notre sensibilité. Ici, ce qui veut dire par notre humanité, c'est justement, je pense, notre ouverture à ce que vivent les autres. Et il ajoute, alors que de nombreux humanistes accordent déjà une considération morale aux animaux non humains, par exemple l'organisation nationale Humanist UK l'inclut dans sa définition de l'humanisme, le sentientisme le rend explicite car il considère que causer la souffrance et la mort d'animaux sensibles est éthiquement mauvais. Et il ajoute aussi, il existe déjà une synergie inexploitée entre ces mouvements, mouvements sentientistes ou antispécistes et mouvements humanistes. Lors d'un récent sondage réalisé auprès d'un millier d'humanistes britanniques, environ 40% des personnes interrogées se sont déclarées végétaliennes ou véganes, un taux bien plus élevé que celui de la population en général, 40%. Il apparaît également que les végétaliens et végétariens moraux, donc ils le sont pour des raisons morales, éthiques liées à la question animale, sont plus susceptibles d'être athées ou humanistes que la population générale. Pour moi, c'est parce que les preuves et la raison sous-tendent les 2 points de vue. Bon, je pense qu'il a raison à ce niveau-là. Alors, il faut bien remarquer que l'humanisme tel qu'il s'est développé, semble-t-il, dans les milieux, dans les pays anglo-saxons et dans plein d'autres pays du monde, est un humanisme en réaction à l'emprise de l'irrationnel, des religions, etc., et qui demande à ce que chacun puisse prendre des décisions pour lui-même, en son âme et conscience. C'est à ce niveau-là que ces mouvements se posent comme humanistes et ils insistent énormément sur l'indépendance des religions et sur le rôle de la raison. Et c'est en fait par ce biais rationnel qu'ils arrivent
à la prise en compte de la sentience et donc des intérêts des autres animaux. Il y a effectivement cette possibilité que ces mouvements humanistes se préoccupent de la question animale via cette exigence de rationalité. Au XIXe siècle, en France par exemple, le combat pour l'humanisme était souvent indissociable d'un combat pour la question animale, et que ce soit le fait de républicains, de révolutionnaires, je pense aux anarchistes, aux socialistes, aux féministes, aux anti-esclavagistes, etc. C'était le cas aussi au Royaume-Uni. Il n'y avait pas du tout de hiatus à ce niveau-là entre revendications humanistes et anti-religieuses et revendications animalistes. Les temps ont changé à ce niveau-là. Et c'est en travaillant sur cette présentation que j'ai vraiment été amené à mettre de l'eau dans mon vin et à reconsidérer le jugement très négatif que je portais sur la partition que faisait Martin Gibert dans son livre « Voir son steak comme un animal mort » entre humanisme exclusif, ce qui est ce que j'appelle le chauvinisme ou le suprémacisme humain, et humanisme inclusif, accorder des droits aux animaux, combattre le spécisme au nom de l'humanisme. Je me disais, mais en fait, c'est bidon, l'humanisme, c'est nécessairement le suprémacisme humain, et il apparaît que ça n'est pas le cas. Et de fait, je suis tombé sur le site de Humanist International, qui s'appelait en français l'Union internationale humaniste et éthique, qui regroupe plus d'une centaine de groupes de lutte humanistes à travers le monde, notamment contre l'emprise des religions, qui est très lié à la libre pensée et qui déclare dans sa présentation de l'humanisme: l'humaniste fonde ses décisions éthiques à nouveau sur la raison, avec l'apport de l'empathie, et vise le bien-être et l'épanouissement des êtres vivants. Bon, être vivant, ils veulent dire être sensible. C'est assez clair dans le reste du texte. Et ils disent: un humaniste est quelqu'un qui reconnaît que nous, les êtres humains, sommes de loin les acteurs moraux les plus sophistiqués sur la Terre. Nous pouvons saisir l'éthique, la comprendre. Cela ne signifie pas que nous sommes les seuls objets moraux, c'est ce qu'on appelle les patients moraux, ceux qui ont des intérêts à défendre, qui ne sont pas capables de faire des choix moraux, mais qu'on doit protéger. Et par exemple, d'autres animaux méritent aussi une considération morale. Voilà. Pour bien agir, nous devons assumer nos responsabilités envers nous-mêmes et envers les autres. Alors voilà, il n'y a pas nécessairement de quoi s'extasier, mais je trouve que c'est très encourageant de voir des gens qui se revendiquent de l'humanité, de l'humanisme, tenir des positions aussi progressistes par rapport à la question animale. On n'est pas habitué à ça avec nos humanistes français. Alors, pour moi, ça n'enlève pas la nécessité de critiquer frontalement l'humanisme, notamment tel qu'il sévit en France, donc, en tant qu'idéologie de suprémacisme humain. Cette critique frontale de l'humanisme peut participer de ce que moi j'aurais tendance à appeler la stratégie du choc. C'est une reprise d'une notion qui a été utilisée dans un autre contexte. Mais il s'agit de perturber les évidences satisfaites de nos contemporains, de bousculer leurs croyances, de déséquilibrer leurs opinions toutes faites sur le fait qu'ils seraient du bon côté de la barrière. Et à mon avis, il ne faut pas hésiter à attaquer de façon très dure l'humanisme, quitte à repréciser derrière que certains aspects de l'humanisme sont sympathiques et progressistes et qu'il ne faut surtout pas les jeter avec l'eau du bain. Mais pour ma part, je suis pour affirmer haut et fort que l'humanisme, ça a été les génocides, le colonialisme, l'esclavage, l'asservissement des femmes et des enfants, la relégation des fous et des déviants, etc. Et l'appropriation pillarde du monde, et l'asservissement et la dépossession sanguinaire de tous les non-humains, et la crise écologique planétaire, etc. Et ne pas hésiter à dire que, de ce point de vue, par exemple, le nazisme était un humanisme. Ça peut paraître complètement délirant, mais quand on lit Mein Kampf, la notion d'humanité supérieure, elle est omniprésente. C'est au nom de l'humanité que le nazisme s'est construit, avec la figure de l'arien comme étant la figure supérieure de l'humanité, mais comme les humanistes d'avant-guerre disaient que c'était le blanc, que c'était l'homme par rapport à la femme, que c'était l'adulte par rapport à l'enfant, etc., etc. Pour conclure, je dirais que la critique du spécisme d'un côté, la critique de l'humanisme de l'autre sont des angles d'attaque différents. Ce sont deux angles d'attaque qui sont justifiés et qui procèdent justement selon des perspectives différentes. Ils ne mettent pas en avant exactement les mêmes choses, ils ne critiquent pas exactement les mêmes contenus, mais ils vont totalement dans le même sens.
L'angle spécisme met en avant la discrimination arbitraire liée à la notion d'espèce et met la question de l'antispécisme sur le même plan que des luttes déjà bien vues au sein de la population, bien vues au moins formellement, hein, l'antisexisme, l'antiracisme. Et en plus, à mon avis, il permet d'introduire dans des milieux qui ne connaissaient pas les notions d'agisme et de validisme qui vaut vraiment la peine de faire connaître vu les enjeux qu'il y a derrière. On le voit avec la crise sanitaire. En France, c'est les vieux et les handicapés, etc., qui ont été les populations sacrifiées. La critique de l'humanisme, elle, va au cœur de la critique de l'humanité et de la nature. C'est donc des idées d'humanité et de nature, et elle frappe de façon concrète au cœur du coup de ce qui fonde notre civilisation. Et en ayant, là encore, la logique, la raison, la rationalité, la science pour elle. La nature, d'un point de vue scientifique, ça n'existe pas, par exemple. Et cette opposition humanité-nature est purement idéologique, elle est fantasmagorique, c'est une sorte de création cosmologique comme ça, mais qui ne tient sur rien. La critique de l'humanisme a une subversivité, un caractère subversif qui est immense. Mais celle du spécisme aussi. Il y a des chances que par ces deux stratégies conjuguées, on obtienne plus vite des lâchers sur la question animale. Parce que ça fait des coups de butoir très forts à l'idéologie, à ce qui fonde et construit et maintient en fait notre monde. Je pense qu'il y a un enjeu très fort pour nos sociétés autour de l'humanisme et que l'attaquer, c'est véritablement l'obliger à lâcher du lest sur la question animale. On doit pouvoir s'appuyer sur le projet des Lumières pour que l'humanité autonome, qui est le projet des humanistes, c'est-à-dire une humanité qui se donne ses propres buts et ses propres règles, sans chercher à suivre les indications d'un dieu ou de la nature, pour que cette humanité autonome non seulement acquiert la majorité, c'est-à-dire la liberté de décider par rapport aux religions, par exemple, mais aussi la maturité, grâce à l'autocritique et à un nouveau rapport au monde responsable, éthique et rationnel. On n'y est pas encore, hein. Mais c'est un peu ce qu'on peut garder de l'humanisme, cette idée que les humains sont souvent des agents moraux et non pas seulement des patients moraux, et que nous avons acquis une puissance telle que nous ne le voulions pas, nous sommes les maîtres du monde, nous sommes aux manettes, et que en plus, de très nombreux d'entre nous, humains, ont réussi à s'extraire de la mainmise des religions, de l'idée de Dieu ou de nature, et sont devenus majeurs au sens humaniste du terme. Et il nous reste à devenir mature, comme dira Handler. J'ai trouvé cette notion sur Internet. En général, je suis critique de ces notions de maturité, etc. Mais là, je me suis dit que c'était assez parlant. L'humanisme, paradoxalement, du moins au sens de suprémacisme humain, est devenu le principal obstacle à la réalisation de l'humanisme au sens de maturité humaine. Utiliser sa majorité non plus uniquement pour se taper avec satisfaction sur le ventre après un bon repas en se disant « nous sommes top », mais pour porter notre regard dans notre entourage et nous vouloir juste bienveillants et solidaires, utiliser notre pouvoir non plus pour asservir les autres, mais pour les servir. Alors Handler, toujours lui, parle du désenchantement du monde qui serait propre à notre modernité et pose la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut encore justifier nos vies aussi brèves que vaines quand le passé se perd, la nature se tait, le ciel se vide et les lendemains ne chantent plus. Bref, quand il n'y a plus que l'homme pour consommer l'homme. Et bien, ma réponse, et je pense que c'est la réponse qu'on peut donner en tant que mouvement éthique et politique, c'est que notre responsabilité vis-à-vis des individus sentients de la planète fournit un but ambitieux, noble, entre guillemets, généreux, entre guillemets, à nos existences. Cette responsabilité, elle a du sens et elle est véritablement ce qui a le plus de sens au monde. Et elle est de nature, justement, à remplacer avantageusement les religions et même les grandes utopies collectives du passé, hein, que ce soit les utopies millénaristes des religions ou que ce soit le communisme, etc., qui, en comparaison, paraissent même très dérisoires, en fait. Cette immense tâche que nous commençons à nous donner, qui nous incombe, nous seuls des humains, nous seuls des humains, nous pouvons nous la donner, nous pouvons commencer à l'amener à bien. Ça ne veut pas dire que dans le futur, d'autres animaux ne pourront pas s'y mettre aussi, mais pour l'instant.
Et si nous devons promouvoir un nouvel humanisme, à mon avis, c'est celui-ci. Un humanisme au service de l'ensemble des êtres sentients de la planète, nous-mêmes compris, bien sûr. Je pense que très vite, évidemment, un tel humanisme cesserait de s'appeler humanisme. Si on cesse de dominer les autres pour les asservir, alors on cessera de vouloir se mettre en avant, et ce seront les autres que nous mettrons en avant, ou en tout cas ce que nous avons de commun avec eux. La sentience, par exemple, ou la vulnérabilité. Et voilà, je voulais conclure là-dessus.